Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Près du lac Titicaca, dans les Andes péruviennes, se trouve Aramu-Muru, également connu sous le nom de Puerta de Ayumarca ou la Porte des Dieux. Il s'agit d'un mystérieux site archéologique découvert en 1996 par un guide local nommé José Luis Delgado Mamani. Cette structure énigmatique, creusée dans la montagne Ayumarca, est devenue l'un des sites les plus controversés et intrigants d'Amérique du Sud. Ayumarca, près du lac Titicaca, aurait été un lieu de culte et de pèlerinage important pour la civilisation inca. Au sein de cette montagne se trouve Aramu-Muru, une grande structure en forme de porte taillée dans la roche solide. La porte des dieux mesure environ 7 mètres de haut et 7 mètres de large, avec une conception en forme de T et un renfoncement circulaire au milieu. Certains suggèrent que la pose aurait pu servir à des fins cérémonielles ou astronomiques. D'autres pensent également qu'il a été fabriqué par une ancienne civilisation pré-inca, tandis que d'autres suggèrent des origines extraterrestres. Selon les légendes indigènes, les héros du passé franchissaient cette porte pour rencontrer leur dieu, obtenir l'immortalité et vivre à leur côté. On dit également que certains hommes revinrent par la porte de la terre avec leur dieu pour superviser leur royaume. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. La carrière de Yangshan est une ancienne carrière située près de Nanjing, en Chine, sur le mont Yangshan, également connu sous le nom de Yamenshan, qui fait partie de la chaîne de montagnes Kongshan. La carrière est célèbre pour sa stèle massive inachevée. Commandée en 1405 par l'empereur Yongle, fils de l'empereur Hongwu, la stèle était destinée à servir de monument à son père. La pierre mesure 30,35 mètres de longueur, 13 mètres de largeur et 16 mètres de hauteur, pour un poids estimé à 16 250 tonnes. Cependant, une fois la plupart des travaux de taille de pierre terminés, les architectes ont réalisé que le transport d'un bloc aussi gros de Yangshan à Ming-Shaoling, sans parler de son installation, était physiquement impossible. Des preuves suggèrent que des millions de tonnes de roches avaient déjà été déplacées de la carrière, laissant derrière elles d'imposants murs plats qui remettent en question les pratiques traditionnelles d'extraction. Cela implique que ceux qui exploitaient la carrière possédaient une technologie avancée pour extraire et transporter ces pierres massives. Le mystère des squelettes géants cachés dans les recoins sombres des grottes titille notre imagination depuis des générations. Mais attendez d'entendre parler de la récente photo qui a secoué Internet, une gigantesque carcasse de serpent. Cette révélation a suscité des spéculations sur des batailles épiques entre une civilisation de géants perdus depuis longtemps et ces serpents colossaux. De la mythologie grecque au folklore indigène, les serpents sont souvent représentés comme de formidables créatures, évoquant un mélange de crainte et de peur. Et tandis que les scientifiques n'ont pas encore trouvé de preuves irréfutables que des serpents géants habitaient autrefois notre planète, la légende du Titanoboa en dit long, un monstre préhistorique qui aurait atteint 15 mètres de long. Ces récits alimentent la spéculation selon laquelle, quelque part dans les profondeurs immaculées de notre monde, se cachent des preuves qui pourraient donner vie à ces mythes. Entre 1912 et 1939, avec des interruptions dues à la Seconde Guerre mondiale, la ville d'Uruk fut découverte. Située dans l'actuel Irak, Uruk revêt une importance considérable dans l'histoire de la Mésopotamie antique. Datant de la fin du 4e millénaire avant notre ère, le Temple blanc était un monument dédié au dieu du ciel Anu et construit sur la ziggourate d'Anu. Ce temple, aux murs décorés et recouvert de plâtre blanc, dominait le paysage plat d'Uruk et était visible de loin. Dédié au dieu du ciel sumérien Anu, la ziggourate d'Anu était une immense structure en terrasse. Un artefact remarquable découvert est le vase d'Uruk datant de la fin du 4e millénaire avant notre ère. Ce vase en albâtre, mesurant plus d'1 mètre de haut et pesant environ 270 kg, a été découvert dans le complexe du temple dédié à la déesse Inanna, principale divinité protectrice d'Uruk. Le masque de Warka, également connu sous le nom de Dame d'Uruk, est un autre artefact important et est considéré comme l'une des plus anciennes représentations d'un visage humain. Le quartier d'Eana, situé à Uruk, était un site important associé au culte de la déesse Inanna. C'était également l'un des premiers exemples d'architecture publique monumentale. Le tombeau des démons ailés, également connu sous le nom de Tomba dei Demoni Alati, est une découverte archéologique de 2005 à Sovana, en Italie. Il est caché dans la nécropole de Felsetto et le tombeau ressemble à une sorte de bâtiment avec une façade qui ressemble à un kiosque.
À l'intérieur, il y a un espace profond avec une niche où repose un personnage, comme s'il était allongé dans un lit. Cette figure tient une sorte de coupe et la sculpture est peinte en rouge là où elle est exposée et en blanc pour les vêtements. À l'origine, il y avait 2 statues de démons féminines dotées d'ailes de part et d'autre de la niche. Seul le côté gauche, tenant un flambeau, a été bien conservé. Il y avait aussi 2 sculptures sur des podiums surélevés à l'avant. Seule celle de gauche, représentant un lion, reste bien visible. La pièce maîtresse de la tombe était une statue d'un démon marin doté de grandes ailes, qui est désormais bien protégée dans une structure clôturée à proximité. Les sculptures maoris font partie intégrante du riche patrimoine culturel de la population indigène maori de Nouvelle-Zélande. Ces sculptures, connues sous le nom de wakairo, sont des sculptures en bois élaborées qui sont profondément symboliques. Elles représentent souvent des figures ancestrales, des créatures mythologiques ou des événements importants de l'histoire maori. Ces sculptures sont généralement réalisées à partir d'un type de bois particulier et sont méticuleusement créées à l'aide d'outils et de techniques traditionnelles. Les sculptures se trouvent dans différents contextes et constituent de puissantes représentations visuelles de la spiritualité maori. Chaque sculpture raconte une histoire unique ayant une profonde signification spirituelle, reliant la génération actuelle à ses ancêtres et au monde naturel. Elles ne sont pas seulement de l'art décoratif, elles sont aussi considérées comme des trésors. L'Euphrate est un fleuve important d'Asie occidentale, avec une histoire riche qui a permis à d'anciennes civilisations de vivre. Pendant une sécheresse, lorsque le fleuve s'est asséché, des trésors littéraux et peut-être des découvertes bibliques ont été découverts. Parmi eux, un château complètement perdu et un tunnel sinistre. Le château de Aztèque est incroyablement intrigant et ressemble à une quête car il est creusé dans la montagne le long de l'Euphrate. Lorsqu'on a commencé à y construire un barrage, il a été complètement submergé et aujourd'hui, on ne peut l'atteindre qu'en bateau. Pour le public et les historiens, plusieurs salles reliées par de longs couloirs sont accessibles. Une baisse importante du niveau de l'Euphrate a permis de découvrir un tunnel souterrain dont la construction est bien conservée et les escaliers intacts. Mais la question demeure, qui l'a construit? Une civilisation ancienne serait la première réponse, mais certains pensent que ce tunnel est mentionné dans la Bible et qu'il mènerait à l'endroit où les anges sont emprisonnés. Quelle théorie préférez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Cette histoire est également incroyable. Mais il existe apparemment un laboratoire où l'on travaille à la création d'un monstre à tête multiple. Vous avez probablement entendu parler de l'hydre, un monstre mythique qui ressemblait à un serpent ou à un dragon qui avait plusieurs têtes. Le monstre que les scientifiques ont créé dans ce laboratoire s'appelle la mini-hydre. Non seulement cela, mais on dit qu'il est également immortel. Les chercheurs sont sur le point d'améliorer les caractéristiques de l'hydre afin qu'elle soit capable de se régénérer parfaitement. En fait, ils ont trouvé un moyen de régénérer sa tête, car auparavant, elle ne pouvait pas faire pousser de nouvelles têtes, seulement d'autres parties de son corps. Cette recherche est très importante car les informations sur l'hydre peuvent aider à la recherche sur le corps humain et même fournir plus d'informations sur les maladies ainsi que leur développement. Mitla est un site archéologique situé à Oaxaca, au Mexique, connu pour ses mosaïques uniques ornant divers bâtiments. Ce site a une histoire fascinante, ayant été utilisé par diverses cultures précolombiennes, notamment les Zapotèques et les Mixtèques. On pense que la fonction originale de Mitla était un lieu de sépulture, comme l'indique ses noms, Mictlán signifiant lieu des morts ou monde souterrain en nahuatl, et Lioba signifiant lieu de repos en zapotèque. Les vestiges visibles du site datent de la période comprise entre 200 et 900 après Jésus-Christ, lorsqu'il était sous domination zapotèque. Contrairement aux mosaïques romaines à base de tesselles, les mosaïques de Mitla étaient réalisées à partir de pièces taillées dans la pierre, incrustées sur des panneaux, également connus sous le nom de chantournage. Ces mosaïques présentent des motifs en marche et en fret similaires à ceux observés dans les civilisations anciennes telles que les Grecs, les Romains et les Égyptiens. Les symboles gravés trouvés dans les mosaïques de Mitla ont suscité des spéculations parmi les chercheurs, certains suggérant que ces symboles pourraient contenir un langage codé encore à déchiffrer. Les pierres de Triliton de Baalbek sont un groupe de 3 blocs de pierres massifs situés à Baalbek, au Liban. Connu dans l'Antiquité sous le nom d'Héliopolis, Baalbek est un site archéologique comprenant une acropole massive sur une colline appelée Tel Baalbek.
Les pierres du Triliton font partie du mur du podium du complexe du temple romain de Jupiter Baal. Chacune de ces pierres mesure environ 19 mètres de long, 4,2 mètres de haut, 3,6 mètres d'épaisseur et pèse environ 750 à 800 tonnes. La couche de pierres de soutien sous le Triliton comprend des pierres dont le poids est estimé à environ 350 tonnes et la largeur à 11 mètres. Si la plupart des chercheurs s'accordent à dire que les pierres ont été sculptées par les Romains, des preuves suggèrent qu'elles pourraient être antérieures à la présence romaine dans la région. Certaines théories suggèrent que les pierres sont plus anciennes qu'Alexandre le Grand, qui a fondé Héliopolis en 334 avant Jésus-Christ. Rien que le nom de cette grotte vous fera frissonner le dos. La grotte de l'horreur est située près des eaux silencieuses et expansives de la mer Morte en Israël. Cet endroit abrite une découverte des manuscrits occidentaux de la mer Morte, des manuscrits anciens mettant en lumière les premières versions de la Bible hébraïque et la vie religieuse des anciennes communautés juives. Découverts au milieu du XXe siècle, ces rouleaux sont non seulement une sensation archéologique, mais aussi une fenêtre sur le passé, nous donnant un rare aperçu d'époques révolues. Avec ses couloirs sombres et ses gouffres profonds qui semblent mener à des abîmes inconnus, un sentiment de silence inquiétant enveloppe la grotte. Pour les aventuriers et les passionnés d'histoire souhaitant percer les mystères de notre monde, ce lieu offre une aventure terrifiante mais irrésistible. Le ziggurat d'Ur est une ancienne structure située près de Nasiriyah, dans l'actuelle 10 province de Kar, en Irak. Cette ziggourate bien préservée servait de lieu de culte et de centre administratif à Ur durant l'ancienne Mésopotamie. Construite vers le 21e siècle avant notre ère par le roi Ur-Nammu de la 3e dynastie d'Ur, elle était dédiée au dieu de la lune Nana, également connu sous le nom de Sin. Il s'agissait d'une imposante pyramide à degrés, mesurant environ 64 mètres de long, 45 mètres de large et plus de 30 mètres de haut. Cependant, seules les fondations de la ziggourate ont résisté à l'épreuve du temps. Ce site était considéré comme un sanctuaire dédié au dieu de la lune Nana, divinité protectrice d'Ur. Le roi Shulgi acheva la construction de la ziggourate et se proclama dieu avant de gagner la loyauté des autres villes. Les habitants apportaient leurs excédents agricoles en offrande à Nana et recevaient leurs rations alimentaires régulières du temple. Avez-vous déjà entendu parler de la statue de Balik Ligol, également connue sous le nom d'Urfaman? Il s'agit en fait de la plus ancienne statue grandeur nature jamais découverte. Il a été trouvé dans l'ancienne ville de Şanlıurfa en Turquie. Bien qu'il ne se trouve pas au même endroit, les experts pensent qu'il a quelque chose à voir avec le célèbre site de Göbekli Tepe. Le professeur Klaus Schmidt, archéologue de renom, pensait que l'homme d'Urfa était très important. La statue, mesurant plus d'1,80 m de haut et considérée comme une sorte de statue culte, est la seule de ce type découverte. Mais pourquoi était-il là? Personne ne le sait avec certitude, mais certains pensent que cela a quelque chose à voir avec la fertilité. Mais ce n'est qu'une idée, car la fertilité était importante pour les peuples anciens. La statue n'a pas de bouche, mais de fascinants yeux en obsidienne, ce qui est assez mystérieux. Que représente cette statue? Peut-être est-ce un dieu, un roi ou autre chose? Lors d'un incident remarquable, un vieux chien de police nommé Kyle a conduit l'agent John Smith vers un arbre où ils ont découvert quelque chose qui les a incités à appeler la police. Au départ, les aboiements persistants de Kyle ont attiré leur attention et les ont dirigés vers l'arbre. Comme Kyle était autrefois un chien policier au flair infaillible, tout le monde était certain qu'il avait trouvé quelque chose d'illégal, probablement des substances illicites cachées dans l'arbre. Smith a soigneusement décollé l'écorce, révélant une cavité dans le chêne. Ils découvrent alors ce qui semble être un squelette humain bien préservé, caché dans l'arbre. Les autorités ont été immédiatement appelées et toute une équipe est arrivée pour abattre l'arbre. Cependant, après un examen plus approfondi, il s'est avéré que le squelette était en fait un faux. Il s'agissait en fait d'une farce d'Halloween que quelqu'un avait intentionnellement placée dans l'écorce de l'arbre. Il n'est pas rare que de faux squelettes ou d'autres objets soient cachés dans les arbres pour diverses raisons. Le village d'Aceredo, en Espagne, a été submergé en 1992 pour créer le réservoir d'Alto Lindoso. Mais maintenant que le réservoir n'est plus rempli qu'à 15%, les ruines du village sont redevenues visibles. Les visiteurs du site ont découvert des bâtiments partiellement effondrés, des débris et même une vieille voiture rouillée.
La réapparition du village a attiré un grand nombre de touristes, dont certains se souviennent du village d'avant les inondations. Aceredo est situé dans la région nord-ouest de la Galice en Espagne, près de la frontière hispano-portugaise. Lorsque le réservoir a été construit dans les années 1990, il a été submergé. En raison d'une sécheresse persistante, le réservoir situé derrière le barrage s'est presque vidé, révélant les ruines du village qui était resté sous l'eau pendant près de 30 ans. L'atmosphère sinistre du village a également enflammé l'imagination de nombreuses personnes attirées par les histoires de lieux abandonnés et de civilisations perdues. L'histoire suivante que j'ai trouvée est difficile à croire. Mais apparemment, un bébé géant a été trouvé dans un laboratoire secret abandonné aux États-Unis. Un groupe de scouts a été choqué lorsqu'il a fait cette découverte et a immédiatement contacté la CIA et la police. Selon l'article, cette information serait top secrète et le gouvernement ne veut pas que trop de gens soient au courant. Cependant, selon les gens qui ont trouvé le bébé géant, l'enfant faisait partie d'une expérience biologique secrète et a été laissé là, oublié, pendant plus de 10 ans. Ce n'est pas un grand secret que les États-Unis ont fait des expériences sur des humains dans le passé. Mais espérons que ce cas n'était qu'un canular et que nous avons affaire à une histoire inventée. Dans le nord-ouest de l'Australie en 2017, la plus grande empreinte de dinosaure au monde a été découverte, mesurant près d'1,75 m de long. L'empreinte appartenait à un sauropode, un dinosaure herbivore au long cou, dépassant le précédent record d'une empreinte de 1,15 m de long trouvée en Bolivie, appartenant à un dinosaure carnivore. Cette découverte remarquable fait partie d'une découverte sans précédent sur la péninsule de Dampier, où un total de 21 empreintes de dinosaures différentes ont été trouvées, certaines remontant à 140 millions d'années. Cette découverte est considérée comme la faune d'empreintes de dinosaures la plus diversifiée jamais enregistrée. Les conditions idéales de la péninsule ont permis la création et la préservation de ces traces, rendant cette découverte vraiment spectaculaire. Selon le chercheur principal, le Dr Steve Salisbury, quelqu'un voyageant 130 millions d'années en arrière aurait vu plusieurs espèces de dinosaures le long de ce littoral. Outre l'énorme empreinte de sauropodes, cette découverte est également impressionnante car elle fournit la première preuve confirmée de la présence de stégosaures en Australie. La pierre du tonnerre est un énorme bloc de granit qui sert de piédestal à la célèbre statue du cavalier de bronze de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg, en Russie. Découvert à l'Akta, à 6 km à l'intérieur des terres du golfe de Finlande en 1768, la pierre doit son nom à une légende locale selon laquelle une partie de celle-ci aurait été fendue par la foudre. Avant d'être façonnée dans sa forme finale de piédestal, la pierre du tonnerre pesait environ 1500 tonnes. Elle a été transportée sur 6 km par voie terrestre depuis les marais de l'Akta jusqu'au golfe de Finlande pendant l'hiver 1768, traînée sur le paysage russe gelé sur un traîneau métallique par 400 hommes. Le processus a duré 9 mois, après quoi la pierre a été transportée par bateau jusqu'à Saint-Pétersbourg. La pierre du tonnerre est considérée comme la plus grosse pierre jamais déplacée par l'homme, sans l'aide d'animaux ou de machines. Caché dans l'Himalaya du Népal se trouve Mustang, un mystérieux système de grottes plein de mystères. Ces grottes, si anciennes qu'elles semblent défier le temps, servaient autrefois de refuge aux personnes bravant la nature sauvage et accidentée. Selon la légende, les grottes auraient été construites par des dieux ou des démons, gardiens de trésors souterrains profonds. Une autre légende parle de moines immortels dotés de pouvoirs magiques, maîtres des secrets de la vie éternelle, qui ont laissé derrière eux des sculptures et des peintures murales enchanteresses. Ensuite, il y a l'histoire selon laquelle les grottes servaient de toile de fond au rituel de la religion Bon, servant de portail vers le monde souterrain pour la communication avec les esprits. Avec son mélange de beauté naturelle et de légendes séculaires, Mustang offre un aperçu unique d'un monde à la fois beau et mystérieux, un lieu où le passé perdure encore aujourd'hui. Eridu est considérée comme l'une des plus anciennes cités du monde et est liée à la divinité Anunnaki Enki. Cette cité antique, fondée vers 5400 avant Jésus-Christ et située dans l'actuel Abu Sharain en Irak, compte parmi les plus anciennes ruines de Mésopotamie. On croyait que la cité avait été créée par les dieux pour rétablir l'ordre sur Terre, avec Eridu comme point de départ. C'était la demeure du dieu Enki, initialement dieu local de l'eau douce, mais plus tard associé à la sagesse, à la magie et à d'autres attributs. Le temple d'Enki, connu sous le nom de maison de l'Aquifère, Ezu-Ab en cunéiforme, était le centre principal de la ville d'Eridu et existe toujours,
bien qu'il ait été reconstruit à plusieurs reprises. Eridu est également lié à la magie et aux mythes sumériens, avec des textes comme l'incantation d'Eridu censée contraindre les dieux au nom de Marduk. On pense également que c'est l'une des premières villes où les Anunnaki sont descendus et ont manipulé génétiquement l'humanité. Ces théories sont alimentées par la mention des Anunnaki dans des textes anciens et par le caractère avancé de la civilisation sumérienne, dont certains pensent qu'elle n'aurait pu naître sans l'aide d'extraterrestres. De plus, on suppose que des technologies très en avance sur leur temps ont été utilisées à Eridu. Dans les vastes déserts du sud de la péninsule arabique se trouve une cité perdue légendaire connue sous le nom d'Atlantide des Sables. L'histoire raconte que cette ville a été détruite par une catastrophe naturelle ou en guise de punition de Dieu. Selon le Coran, la ville a été détruite parce que ses habitants ont abandonné les enseignements du prophète Houd. L'histoire d'Ubar, autrefois une ville d'une immense richesse qui a été dévastée, apparaît également dans des histoires anciennes comme celle des Mille et une nuits. Au XXe siècle, des courageux explorateurs dont T. Lawrence ont cherché à découvrir la vérité sur Ubar. Un autre explorateur, Bertrand Thomas, a cru qu'Ubar existait réellement après avoir découvert de larges traces de chameaux dans le désert. En 1944, un mécanicien de l'armée de l'air nommé Raymond Doshi est tombé par hasard sur l'emplacement présumé de la cité perdue. Il a affirmé avoir trouvé des vestiges de la ville, notamment des structures imposantes et des tours de 12 mètres de haut. Une théorie suggère qu'Ubar serait en réalité une oasis appelée Chissour, avec des fragments de poterie datant d'au moins 2000 ans. Certains disent qu'il est enchaîné pour empêcher ses branches de tomber. D'autres croient à une histoire plus sinistre. Dans la charmante ville d'Alton en Angleterre, se dresse un arbre remarquable dont l'histoire fantomatique est connue sous le nom de chêne enchaîné. Ce vieux chêne a captivé l'imagination des habitants et des visiteurs pendant des siècles. Selon la légende, l'arbre était autrefois attaché avec de lourdes chaînes de fer pour apaiser l'esprit d'un comte décédé qui avait maudit la terre. Il s'appelait le comte de Shrewsbury et un soir de tempête, il avait impitoyablement repoussé un mendiant. En représailles, le mendiant jeta une malédiction sur le comte, déclarant que lorsque la dernière branche du chêne tomberait, il connaîtrait sa fin. Craignant son sort imminent, le comte ordonna que l'arbre soit enchaîné dans l'espoir de préserver sa vie. Aujourd'hui, le chêne enchaîné est toujours debout, ses branches s'étendant et étant retenues par des chaînes de fer rouillées. Cependant, l'arbre est devenu une attraction touristique populaire, attirant des visiteurs fascinés par son histoire sinistre. Que l'on croit ou non à la malédiction, il offre indéniablement un spectacle captivant qui évoque des pensées surnaturelles. La forêt pétrifiée de Bors est une forêt vieille de 4500 ans située dans la ville côtière galloise de Bors. Au fil des siècles, la zone s'est progressivement recouverte de sable et d'eau. Ce n'est qu'en 2014 qu'elle est réapparue après qu'une énorme tempête a enlevé de grandes quantités de sable de la plage. Des vestiges d'espèces d'arbres tels que le chêne, le frêne et le bouleau ont été mis au jour et la datation au radiocarbone a permis de les dater d'environ 1500 ans avant notre ère. Les caractéristiques de la zone, pauvre en oxygène, ont contribué à préserver ces vestiges. La forêt est associée au mythe durable d'une civilisation submergée connue sous le nom de Cantreir Gwaelod, une sorte d'Atlantide galloise. Les partisans de la cité perdue pensent que la forêt enfouie aurait pu faire partie de cette terre mythique. Les partisans de la cité perdue pensent que la forêt enfouie aurait pu faire partie de cette terre mythique. Selon les légendes locales, un gardien nommé Seitenin était ivre et n'a pas réussi à fermer les vannes. En conséquence, la terre a été inondée et de nombreuses personnes se sont noyées, à l'exception de quelques-unes qui ont réussi à s'enfuir vers des terres plus élevées. Nous savons tous que les moustiques peuvent être dangereux car ils sont porteurs de toutes sortes de bactéries. Mais auriez-vous pu imaginer que le gouvernement créerait un programme spécial pour élever des moustiques artificiels capables de tuer les moustiques dans la nature? En fait, le gouvernement américain a approuvé un projet appelé Mosquitomate qui vise à élever des moustiques qui aideront à stopper la propagation de certaines maladies. Oui, vous avez bien entendu. Ces moustiques sont relâchés dans la nature pour aider à stopper la propagation de virus tels que le Zika et la dengue. Les moustiques sont spécialement conçus pour transporter une bactérie naturelle qui tue d'autres insectes. Le projet aurait déjà été approuvé dans 20 États et tout a commencé dans le Kentucky. Au fait, saviez-vous que les moustiques tuent environ 725 000 personnes par an? Alors espérons que cette expérience permettra de réduire les maladies graves.
Le nom de la reine égyptienne antique Hatshepsut est inscrit sur un obélisque de 30 mètres de haut et pesant 320 tonnes. Ce monument imposant, fait de granit massif d'Aswan, est l'obélisque le plus haut d'Égypte. La reine Hatshepsut, qui régna au XVe siècle avant Jésus-Christ, était connue pour ses projets architecturaux, notamment la construction du temple d'Amon à Karnak. Les anciens Égyptiens ont probablement sculpté cet obélisque dans un seul morceau de granit dans les carrières d'Aswan et l'ont transporté sur environ 200 km jusqu'à Thébès, Luxor moderne, via le Nil. Le transport et l'érection d'une pierre aussi énorme auraient nécessité des techniques d'ingénierie avancées, impliquant peut-être des traîneaux, des rouleaux et une lubrification pour réduire la friction. L'obélisque symbolise l'autorité divine d'Hatshepsut et son lien avec le dieu solaire Ra, avec sa forme pointue représentant un rayon de soleil, la reliant à la lumière et au pouvoir divin. Au cœur de la péninsule du Yucatan, au Mexique, caché sous une jungle luxuriante et sous un soleil de plomb, se trouve le mystérieux cénote El Belz. Cette merveille naturelle, célèbre pour ses eaux cristallines et ses impressionnantes formations rocheuses, est une porte d'entrée vers un monde plein de secrets qui ne demande qu'à être découvert. De nombreuses expéditions ont tenté d'explorer le réseau complexe de grottes et de passages sous-marins, mais le mystère complet n'a jamais été révélé. On murmure que ces voies navigables sombres pourraient mener à Xibalba, le légendaire monde souterrain maya, ou même à des cachettes de créatures marines encore inconnues. La péninsule du Yucatan abrite le plus long système de grottes sous-marines au monde, et le cénote El Belz fait partie de ce réseau géant. Les aventuriers qui plongent plus profondément que la surface sereine risquent de se perdre dans le labyrinthe sans fin des grottes, un voyage sans garantie de retour. Les plongeurs alertent sur les dangers qui les guettent et le risque de se perdre dans ce monde caché est important. La liste des rois sumériens est un manuscrit ancien qui recense les rois de Sumer, une ancienne région du sud de l'Irak, ainsi que des dynasties voisines. Il associe des souverains prédynastiques mythiques à des souverains historiques dont l'existence est connue. Découverte au début du XXe siècle sur divers sites de fouilles, la liste date de différentes époques, notamment la période d'Ur III et la période paléo-babylonienne. Cet artefact se compose de plusieurs fragments de tablettes d'argile gravées en écriture cunéiforme. Il répertorie les noms des cités sumériennes, les rois qui y ont régné et la durée de leur règne. Les règnes des premiers rois, surtout dans les premières versions de la liste, s'étendent souvent sur des milliers d'années. Selon la liste, 8 rois ont régné avant un déluge, après lequel diverses cités-États et leurs dynasties ont pris le pouvoir sur la région. Le règne le plus long mentionné est de 43 200 ans. An, Enlil, Enki, Ninursag, Nana, Utu et Inanna étaient les dieux Anunnaki considérés comme les plus puissants et les plus importants du panthéon sumérien. Chaque divinité majeure était associée à une ville spécifique et était censée résider en permanence dans le temple de cette ville. Selon les textes sumériens, les Anunnaki ont joué un rôle dans la création des humains en modifiant l'ADN des primates. On croyait que les humains avaient été créés comme esclaves sous la domination des dieux Anunnaki. Il y a très longtemps, une femme viking nommée Gudrid s'est lancée dans un voyage remarquable avec son mari et un petit groupe. Ils ont traversé la mer, plus loin que la carte ne s'étendait, bien avant que Colomb ne découvre l'Amérique. Mais les aventures de Gudrid ne s'arrêtent pas là. Au cours de sa vie, elle a effectué jusqu'à 8 voyages à travers le périlleux océan Atlantique Nord, surpassant ainsi la réalisation de tous les autres vikings. Selon les contes vikings, elle aurait voyagé de l'Amérique du Nord à la Scandinavie et même à Rome. Cela signifie qu'elle a mis les pieds en Amérique 500 ans avant Colomb. L'histoire de Gudrid est décrite dans 2 contes vikings, connus sous le nom de la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge, connus ensemble sous le nom de saga du Vinland. Cependant, il existe une idée fausse selon laquelle les femmes vikings n'étaient pas aussi dures que les hommes. Mais selon Nancy Mary Brown, auteure du livre de 2007 The Far Traveler Voyage of a Viking Woman, l'histoire de Gudrid prouve que ce n'est pas vrai. Les expériences de Gudrid montrent que les femmes vikings étaient tout aussi courageuses et aventureuses que leurs homologues masculins et qu'il est possible qu'une femme ait découvert l'Amérique pour la première fois. Une découverte extraordinaire a donné aux scientifiques un aperçu remarquable d'un moment crucial de l'histoire de la Terre il y a environ 42 000 ans. La clé de cette révélation se trouve dans un arbre kaori fossilisé, dont la durée de vie a coïncidé avec une période où le champ magnétique de la planète était dans un état de chaos complet.
Ces découvertes mettent en lumière un phénomène connu sous le nom d'excursion géomagnétique, au cours de laquelle le champ magnétique terrestre s'est presque inversé. Les arbres kaori, originaires de Nouvelle-Zélande, ont la remarquable capacité d'enregistrer leur propre histoire dans leur anneau de croissance. Dans ce cas précis, les chercheurs ont obtenu un tronc de kaori bien préservé dans un marais de Ngawa Springs. En analysant les anneaux de croissance de l'arbre, ils ont pu déterminer que l'âge du tronc était d'environ 42 000 ans. Cette période coïncide avec un événement connu sous le nom d'excursion de Last Champ, une période au cours de laquelle le champ magnétique terrestre s'est considérablement affaibli et s'est presque inversé. Les anneaux de croissance de l'arbre contiennent un enregistrement des conditions environnementales qu'il a connues au cours de sa vie. Grâce à la datation au carbone et à des mesures précises des isotopes, les chercheurs ont pu établir une corrélation entre les caractéristiques des anneaux de croissance et les fluctuations du champ magnétique. Cet endroit, qui était autrefois une station balnéaire prospère du XXe siècle, a été submergé sous l'eau, mais il a changé de visage aujourd'hui. Le village submergé de Villa Epecuén était situé sur les rives du lac Epecuén. C'était un lieu de villégiature très prisé pendant de nombreuses décennies en raison des propriétés curatives de l'eau très salée. La station était particulièrement appréciée des riches et des célébrités, et des établissements haut de gamme ont été créés pour répondre aux besoins de la clientèle d'élite. Cependant, en 1985, un barrage s'est rompu, inondant l'ensemble de la station. Le village est resté sous l'eau pendant près de 25 ans, jusqu'à ce que le temps humide commence à s'inverser en 2009, provoquant la résurgence du village. Aujourd'hui, le village est complètement dévasté et est considéré comme une ville fantôme abandonnée, avec des bâtiments délabrés, des véhicules rouillés et des arbres squelettiques dépassant de l'eau peu profonde. Le village est devenu une destination populaire pour les touristes du monde entier qui viennent admirer le site. Aimez-vous explorer les lieux abandonnés? Alors vous trouverez le sujet suivant extrêmement intéressant. Parce que des gens ont réussi à trouver un laboratoire abandonné qui était sous haute protection et donc interdit d'accès. Néanmoins, ils ont décidé de s'y faufiler et ont découvert qu'il s'agissait d'un laboratoire scientifique fonctionnant dans les années 1950. Il était spécialisé dans la production de produits chimiques agricoles, et des expériences effrayantes y étaient menées. Le laboratoire est immense et semble aujourd'hui dévasté car personne n'y a vécu ou travaillé depuis des années. Il reste quelques équipements et en marchant, on découvre des pièces qui donnent la chair de poule. Ce laboratoire est un énorme complexe et il est difficile de dire quelle est sa taille réelle. Aimeriez-vous explorer cet endroit? Faites-le moi savoir dans les commentaires. En 2018, alors qu'il recherchait du matériel scientifique laissé par l'expédition Baudin de 1800 à 1803, des cinéastes australiens ont fait une découverte surprenante dans la région reculée de l'Australie occidentale. Au lieu de trouver des traces d'exploration napoléonienne, ils ont mis au jour une statue de Bouddha en bronze de 15 cm de haut et pesant un peu plus de 1 kg. Les experts estiment que la statue de Bouddha a probablement été fabriquée en Chine il y a plusieurs siècles sous la dynastie Ming. Les cinéastes australiens, se préparant à réaliser un documentaire sur l'exploration française de l'Australie, ont utilisé des détecteurs de métaux afin de fouiller la zone. Les experts ont suggéré deux explications possibles à la présence de la statue de Bouddha en Australie occidentale. L'explication la plus intrigante est qu'elle pourrait être arrivée lors des voyages au trésor des Ming en 1421. Cette théorie suggère que les Chinois ont visité la région près de 200 ans avant l'arrivée de l'explorateur néerlandais Dirk Hartog en 1616. Une autre possibilité est que la statue soit venue au nord-ouest des côtes de l'Australie dans les quelques 150 ans qui se sont écoulés depuis les années 1870, lorsque l'on savait que les Chinois venaient dans cette région. Le Grand Menhir brisé est un ancien monument mégalithique situé à Locmaria-Caire, en Bretagne, en France. Il est réputé pour être l'un des plus grands blocs de pierre jamais transportés et érigés par les néolithiques. Le menhir, aujourd'hui brisé en plusieurs morceaux, était à l'origine estimé à plus de 20 mètres de haut et pesait environ 330 tonnes. On pense qu'il a été brisé vers 4000 avant Jésus-Christ, peut-être en raison d'une intervention humaine ou de causes naturelles telles qu'un tremblement de terre ou un coup de foudre. La pierre a été extraite d'un affleurement rocheux situé à quelques kilomètres de Locmaria-Caire. Les techniques utilisées pour son transport et son érection pendant la période néolithique restent un sujet de débat. Par une nuit froide de février 2019, un groupe d'archéologues a dévoilé un secret caché depuis des siècles dans l'ombre des grottes de Creswell Crags, dans le Nottinghamshire.
Ils sont tombés sur ce qui est aujourd'hui connu comme la plus grande collection de marques de sorcières de toute la Grande-Bretagne. Ces marques mystérieuses, gravées dans la pierre à l'entrée de la grotte, sur les murs et autour du foyer, racontent une histoire effrayante. Les marquages, soigneusement réalisés avec des objets pointus, représentent des motifs tels que VV pour Virgo Virginum et PM pour Père Mariam, destinés à servir de bouclier contre les sorcières et les entités malveillantes. Cette découverte fascinante offre un aperçu de l'intense inquiétude et de la superstition qui s'emparait des gens de cette époque. Mais les créateurs de ces marquages ne furent pas les premiers habitants de ces grottes. Creswell Crags a une longue histoire de présence humaine remontant à la période glaciaire. Pendant des générations, les hommes ont cherché refuge dans ces grottes, une tradition qui s'est poursuivie jusqu'au Moyen Âge, période où ces marquages ont été réalisés. Il fut un temps où les églises et les maisons étaient souvent ornées de symboles similaires, mais la présence de ces marques dans une grotte est rare. Cela suggère que Creswell Crags a servi de refuge en période de troubles sociaux. L'Enuma Elish est considéré comme l'un des plus anciens mythes de la création connue et constitue une source essentielle pour comprendre la vision du monde babylonienne antique. Ces tablettes cunéiformes, également connues sous le nom de 7 tablettes de la création, contiennent le mythe babylonien de la création. Le titre Enuma Elish est dérivé des premières lignes du texte qui signifie « lorsque vous êtes là-haut ». Ce mythe raconte la victoire du dieu Marduk sur les forces du chaos et l'instauration de l'ordre lors de la création du monde. Marduk, principal dieu babylonien, commande environ 600 dieux Anunnaki, envoyant 300 au ciel et 300 sur terre. Les tablettes contenant le mythe ont été découvertes dans les ruines de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, dans l'actuel Irak, et datent d'environ 1200 avant notre ère. L'Enuma Elish a probablement été compilé pendant la deuxième dynastie d'Issine, bien que la datation exacte fasse l'objet de débats scientifiques. Il se compose de 7 tablettes cunéiformes copiées par les anciens Assyriens et Babyloniens. Il est considéré comme le plus ancien récit écrit de la création, remontant peut-être au 2e millénaire avant notre ère. La pyramide du Nord inachevée, également connue sous le nom de pyramide de Baka, est une pyramide datant de l'Ancien Empire, quelque part entre 2613 et 2494 avant notre ère. De nombreux érudits pensent que le personnage connu sous le nom du roi Bikéris pourrait en réalité être Baka, dont le nom était hellénisé. Hellénisé signifie que son nom a été adapté sous l'influence de la culture grecque, qui s'est répandue après les conquêtes d'Alexandre le Grand. Cette pyramide est particulièrement remarquable en raison de son puits gigantesque et d'une chambre avec des blocs de granit colossaux mesurant environ 4,5 mètres de long, 2,5 mètres d'épaisseur et pesant 9 tonnes chacun. Dans cette chambre, les archéologues ont découvert un énorme sarcophage en granit rose incrusté dans le sol. Il est si grand qu'il a probablement été placé là avant que la chambre ne soit scellée. Le sarcophage, mesurant 3,15 mètres de long, 2,2 mètres de large et 1,5 mètre de profondeur, avait même un couvercle ovale. Des rumeurs circulent selon lesquelles des restes auraient été retrouvés à l'intérieur, mais ils ont malheureusement été perdus. De nos jours, le site est même une zone militaire réglementée. Les inscriptions sur les arbres basques font référence à une forme d'expression culturelle et historique que l'on trouve dans la région basque de l'Europe. Les inscriptions sur les arbres sont des gravures ou des inscriptions faites sur l'écorce des arbres, généralement par des bergers ou des voyageurs, et elles servent à enregistrer leurs expériences, leurs pensées ou leurs messages. Les inscriptions basques sur les arbres sont particulièrement fascinantes car elles donnent un aperçu de la culture, de la langue et de l'histoire basque. Elles se trouvent sur différentes espèces d'arbres comme le hêtre, le chêne, le châtaignier et le pin, et elles sont souvent une combinaison de textes, de symboles et d'images. Le contenu des inscriptions basques sur les arbres est très varié et peut porter sur des sujets très divers. Certaines inscriptions représentent des scènes pastorales, des symboles religieux ou des messages personnels, tandis que d'autres peuvent contenir des commentaires politiques ou sociaux. Les inscriptions peuvent également fournir des informations sur les coutumes locales, le folklore ou même servir de moyen pour les bergers d'indiquer leur présence. En 2022, la sécheresse au Texas a mis au jour des empreintes de dinosaures qui sont normalement cachées par la rivière Paluxy. Les empreintes de dinosaures ont été visibles pour la dernière fois en l'an 2000, mais la grave sécheresse a provoqué l'assèchement de la rivière et a révélé les traces une fois de plus.
Estimées à environ 113 millions d'années, elles ont été faites principalement par le carnivore Acrocanthosaurus qui vivait au début de la période du Crétacé. La sécheresse a révélé environ 140 traces d'un seul dinosaure, dont 60 étaient visibles lorsque l'eau de la rivière s'est retirée. D'autres traces ont été laissées par le Sauroposéidon, un dinosaure qui pouvait atteindre 18 mètres de haut et pesait jusqu'à 40 tonnes. Préservées dans le calcaire, les empreintes de dinosaures sont quelque peu protégées, mais les intempéries et l'érosion finiront par les détruire. Elles ne sont pas seulement impressionnantes parce qu'elles sont cool, mais aussi parce qu'elles peuvent donner des indications précieuses sur la vie quotidienne des dinosaures. Quand on pense aux cyborgs, on pense rapidement aux films de science-fiction ou à l'incroyable rapidité de la technologie actuelle des robots. En 2006, le gouvernement américain a lancé une demande de développement de nouvelles technologies pour créer des cyberinsectes. Cela peut sembler étrange, mais le gouvernement prévoyait de créer des micro-véhicules aériens qui devaient être suffisamment petits pour espionner des zones dangereuses et rester indétectables. Ce n'était pas une tâche facile, mais les scientifiques ont réussi à créer le Delfly Micro, qui mesure moins de 10 cm et peut rester en l'air pendant seulement 3 minutes. Ce qui est génial, c'est que les mouches peuvent être programmées et contrôlées. Mais les scientifiques travaillent également sur une autre création, à savoir des rats robots. Ces rats robots ont été créés en introduisant dans leur cerveau des impulsions spéciales qui peuvent contrôler leurs mouvements et leur comportement. Plutôt effrayant, vous ne trouvez pas ? Knossos, situé juste à l'extérieur de la ville d'Héraclion, a de nombreux liens avec la mythologie grecque, notamment les récits de Thésée et du Minotaure, du labyrinthe et du roi Minos lui-même. L'une des raisons de notre connaissance limitée de la civilisation minoenne est la destruction puis la reconstruction de Knossos et d'autres sites de l'âge du bronze en Crète. Knossos elle-même a été détruite et reconstruite au moins 2 fois, le palais étant également reconstruit. Après la destruction définitive par un incendie, la ville fut abandonnée et finalement oubliée. Ce n'est qu'en 1878 que Sir Arthur Evans redécouvrit Knossos. Selon certaines versions, le palais lui-même était le labyrinthe, une conclusion soutenue par Arthur Evans lors de ses fouilles. D'autres histoires suggèrent que le labyrinthe se trouvait sous le palais. Une version populaire suggère que le roi Minos a engagé le célèbre architecte et inventeur Dédale pour concevoir le palais de telle manière que quiconque y entrerait se perdrait désespérément sans conseil. Soupçonnant que Dédale pourrait révéler les secrets du labyrinthe, le roi Minos l'a emprisonné avec son fils Icare dans une tour. Cependant, ils ont réussi à fabriquer des ailes à partir de plumes d'oiseaux et de cire avec lesquelles ils se sont échappés de la tour. Malheureusement, Icare a volé trop près du soleil, ce qui a fait fondre la cire et l'a fait chuter jusqu'à sa mort. Quelle découverte vous a le plus surpris? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.